Alors, on va parler de PMO. Qu'est-ce que c'est qu'un PMO? Est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un PMO? C'est quoi un PMO? Project Management Office, très bien. La dernière fois que j'ai posé cette question à une conférence à Berlin, on m'a répondu « pisses me off ». Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, effectivement. Qui ici travaille dans un PMO? Ok. Qui travaille dans une organisation qui a un PMO? Avait. Ok, bien, je prends aussi. Est sur le point d'avoir un PMO? Oui, désolé, ça arrive aussi. Ouais. Vous inquiétez pas, c'est pas une maladie, même si c'est un peu contagieux ces derniers temps. Alors, l'étude Pulse of the Profession dont Ricardo vous a parlé tout à l'heure, j'ai tiré quelques extraits de la dernière version 2015. On voit effectivement qu'il y a 69% des organisations dans le monde qui ont un PMO. 31% qui n'en ont pas. Ah, mais bien sûr. Alors, en fait, toutes les organisations ont un PMO. Si on prend un PMO comme étant l'organe de centralisation des informations sur ce qui se passe dans l'organisation, je dirais que la première forme de PMO qu'on peut trouver dans une entreprise, c'est la cafétéria. C'est le premier endroit où effectivement on va discuter de ce qui se passe. Donc, vous avez une cafétéria, un café du coin, du commerce, quelque chose comme ça, donc vous avez un PMO. Vous avez un barman, vous avez un PMO manager. C'est à peu près le rôle que l'on attend de ce type de personnes. Alors, aussi, vous avez vu celle-là. Alors, Ricardo vous a montré la version 2013, moi j'ai la version 2014. Un petit changement ici, 12% des organisations, effectivement, sont considérées comme high performers, et non plus 8%. Donc, ça veut dire qu'on a quand même réussi à faire un petit peu de travail, on a gagné 4%. 29%, low performers. C'est ces organisations-là dont on va parler, effectivement, aujourd'hui, juste pour être bien clair sur les quelques chiffres, les quelques éléments que je vais vous donner maintenant. On voit que 76, merci, je suis en France, d'habitude j'ai l'habitude de dire 76, 76% de nos high performers ont effectivement un PMO. Relevez la main ceux qui ont un PMO. Ouais, quand même. 67% ont un PMO qui couvre l'ensemble de l'organisation et est aligné avec la stratégie de cette organisation. Très important. Ou alors des départements PMO. Un département particulier. On va voir qu'un PMO, ce n'est pas forcément un département clairement identifié dans une organisation. Quelqu'un d'ailleurs à la tête d'un PMO en tant que département? Ok. Restez là-bas, sinon vous allez me jeter des trucs. Alors, on voit aussi que c'est effectivement un élément clé au succès du projet. Bah oui, forcément. À partir du moment où on arrive à faire ce que Ricardo nommait tout à l'heure comme étant le knowledge transfer entre les différents éléments de l'organisation, on arrive à faire circuler l'information, et je dis bien l'information, pas forcément la donnée. La donnée, on trouve ça n'importe où, sur les SharePoint, sur les Google, sur les wikis internes, externes et autres. Non, ce qu'il faut faire circuler, c'est de l'information. La différence entre une donnée et une information, elle est essentielle. L'information, c'est quelque chose qui va être un déclencheur d'action, qui va être un déclencheur de changement. La donnée, c'est la matière brute. Une donnée, vous ne pouvez rien en faire. Je peux vous noyer sous un flot de données qui ne vont vous servir à rien. Si je vous donne une information, vous pouvez prendre cette information, en faire quelque chose et déclencher une action derrière. Yves, tu te souviens le keynote speaker au congrès PMI à Dubaï qui disait la différence entre une information et une donnée. Si je vous dis que vous êtes assis sur une chaise, c'est une donnée. Si je vous dis que la personne assise à côté de vous a une maladie contagieuse, c'est une information. Non, non, bougez pas, vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors, quel genre de PMO? Alors, il y a à peu près autant de sortes de PMO que d'organisations qui en ont une.
Souvent, on va trouver soit des départements spécifiques, soit effectivement un PMO qui va être transverse à l'organisation. Tout de suite, on peut relier ça aux critères de succès d'un projet, d'une organisation, etc. Attention, il n'y a pas de bon ou de mauvais PMO. Ce qui est important, c'est d'avoir cette fonction, c'est d'avoir cet élément en place dans l'organisation. Et ce, de façon pérenne, de façon durable. On va parler aujourd'hui aussi de développement durable du PMO, ce qui n'a rien à voir avec l'élevage de lapins. On va essayer de voir comment maintenir cette fonction du PMO au travers de l'organisation. Alors ça peut prendre différentes dénominations aussi. Donc, PMO, bureau de projet, portfolio development, programme management office, programme office. J'ai même vu une fois un project bureau chez un de mes clients. Je pense que ça doit faire très très peur quand vous êtes convoqué au project bureau. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Donc beaucoup de différentes dénominations, beaucoup de différentes formes. Il y a eu une étude assez intéressante d'ailleurs sur ces PMO qui a été faite, sponsorisée par PMI, par l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, par Monique Aubry, Brian Hobbs, Ralph Muller et Thomas Blomquist. Vous pouvez aller voir sur le site PMI. Vous verrez, ils ont étudié sur plusieurs années 500 plus, voire je crois même 650 différents PMO. Et ils ont trouvé qu'effectivement, il y a de plus en plus d'organisations qui ont tendance à mettre ça en place. Alors pourquoi ? Évidemment, la première raison qu'on pourrait éventuellement ressortir, c'est que ça fait bien d'avoir un PMO. Ouais, moi j'ai un PMO. J'ai été jouer au golf avec le CEO de la boîte d'à côté, ils ont un PMO, il faut absolument qu'on ait un PMO. C'est à peu près comme ça que Motorola a implémenté Six Sigma. On sait où c'est les amener. À peu près 3/4 des organisations, on a vu 69%, voilà, ont ou prévoient de mettre en place un PMO. Il se trouve que ces chiffres-là sont assez constants, n'est-ce pas surprenant? Différents types de positionnement aussi au sein de l'organisation du PMO. Vous avez des PMO qui reportent à un département IT. Levez la main. Ouais. Vous avez des PMO qui reportent au département des opérations. Ouais. Finance. Oui, aussi. C'est le même. Vous avez des départements en tant que tels qui s'appellent PMO. Ou alors vous avez des PMO qui sont éclatés au travers de l'organisation, sans être forcément nécessairement centralisés, etc., etc. Il y a vraiment différentes formes. Alors ce n'est pas important réellement à qui est rattaché le PMO. Vous avez toutes ces formes-là sont bonnes. Tout dépend par contre du moment auquel elles sont rattachées et du moment par rapport à l'évolution de l'organisation. Beaucoup de rôles et de responsabilités assez différents. Gestion directe des projets. J'ai ça chez un de mes clients, ils ont un project office. Effectivement, leur project office, ce sont des project managers qui gèrent directement les projets. Quand l'organisation veut lancer un projet, ils ne vont pas prendre quelqu'un dans telle ou telle branche de l'organisation, ils vont prendre un project manager de project office. Est-ce que ça correspond à un modèle que quelqu'un connaît ici, là-bas? Ouais, ok. Ça, effectivement, c'est pas mal. Support au projet, c'est-à-dire qu'on va prendre pour chaque projet, on va prendre quelqu'un du PMO qui va faire toutes ces choses, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, closing, everything very boring, comme on dit à PMI. Voilà, tous ces éléments que le project manager, qui est souvent un expert métier, un expert technique, on dit un project leader dans ces cas-là, ne va pas faire, donc il va prendre quelqu'un qui va venir faire le support, gérer les outils, les processus, etc. Ça correspond? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme forme de PMO? Audit. Ah là là, les audits de projet. Donnez-moi vos chiffres. C'est là où souvent on va trouver les PMO qui sont rattachés au département de finance. Non, vous inquiétez pas, levez pas la main, parce que c'est pas très populaire ça.
Administration des outils, tout ce qui est mise en place, MS Project, Primavera, PS Next, Clarity et ainsi de suite, toute la gestion de ces éléments-là. Mesurer la performance des projets, faire un reporting à l'exécutif sur où en sont les projets, quel est leur état d'avancement, leur état de performance. Définir les méthodologies, construire les référentiels. Quelqu'un se reconnaît là-dedans? Construire le référentiel, le guideline du projet? Prendre le PMBOK et le réécrire? Bon courage, il y en a beaucoup qui ont essayé. Ou alors, former les project managers. Donner toute cette évolution de compétences, maintenir les compétences des project managers à un certain niveau. Alors, ces différents éléments ne sont pas exclusifs les uns des autres, évidemment. Vous pouvez avoir des différentes combinaisons de ces choses-là dans vos PMO. Mais c'est effectivement une structure qui est assez fragile. Je disais tout à l'heure que le nombre d'organisations ayant un PMO reste constant, que le nombre d'organisations qui sont sur le point d'en implémenter un reste constant et que le nombre d'organisations qui n'en ont pas reste constant. Plus ou moins 2-3%, c'est pas des variations énormes. Et puis il y a une chose intéressante aussi qu'ont constaté nos amis de l'UQAM quand ils ont fait leur étude pour PMI. Ils ont fait ça sur plusieurs années. Et donc ils ont appelé un certain nombre d'organisations. La première fois, ils leur ont demandé depuis combien de temps vous avez un PMO? 1, 2, 3 ans. Ils ont rappelé les mêmes organisations 3 ans plus tard. On s'attendait à ce que la réponse soit 5, 6 ans. Pas du tout. La réponse a été exactement la même. 1, 2, 3 ans. Intéressant. Quelqu'un a dit était dans un PMO, avait un PMO? Oui. Donc le PMO a été démantelé. Ouais. Alors effectivement, le PMO perd de son influence, perd de son utilité. C'est un peu similaire quand même. Utilité, influence, si on garde son influence à partir du moment où on est capable de démontrer qu'on a une utilité. Voilà. Alors utilité, évidemment, il y en a. Donc le PMO, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Parmi vous, combien pensent que le PMO dans leur organisation est remis en cause assez souvent, en permanence ou carrément en danger? C'est tout? Non, sérieux, levez la main. Parce que... Voilà, c'est mieux. Oui, un tiers de tous ces PMO-là, de ces 69% d'organisations qui ont un PMO, un tiers, donc 20% à peu près des organisations, officiellement remettent en cause l'existence même de leur PMO. Donc c'est une structure qui est assez fragile dans le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces organisations-là montent des PMO et les démontent à intervalles réguliers. Donc vous inquiétez pas, votre PMO, il va revenir. Alors qu'est-ce qui fait que ce PMO il soit aussi fragile et aussi souvent remis en cause dans l'organisation? Il est difficile d'une part de démontrer un retour sur investissement. Bah oui, c'est un centre de coût, c'est pas un centre de profit. Ça coûte de l'argent, ça consomme des ressources. Donc forcément, s'il n'y a pas de profit direct, si votre PMO est rattaché à la direction des opérations, si votre PMO est rattaché au CFO de votre organisation, bah qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils vont vouloir démontrer un retour sur investissement. Alors, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Évidemment qu'il y a un retour sur investissement. Évidemment qu'il faut un business case, ou comme on dit dans la version francophone du PMBOK, un cas d'affaires. Toujours un peu de mal avec le cas d'affaires. Pour moi, c'est un groupe de cadafistes. Donc, il faut un business case ici. Un business case qui va démontrer quelle est la charge de travail, quel est le poids qui va être pris des chefs de projet, des opérationnels qui travaillent, qui réalisent vraiment les projets, qui va être pris par les PMO, qui va être optimisé, et donc, de cette façon-là, améliorer la performance des projets. Autre chose, évidemment, votre PMO, il va être là pour donner de la visibilité. Donc ça aussi, ça fait partie du business case. L'alignement stratégique
ça fait partie du business case. Il y a eu une étude assez intéressante il y a quelques temps qui disait que les personnes, les individus qui sont capables de se projeter dans l'avenir au-delà de 15 à 20 ans sont plus heureux dans la vie et réussissent mieux dans la vie que les personnes qui ne sont capables de se projeter qu'à 5, 6 ans, voire 3. Alors c'est intéressant parce que c'est un facteur psychologique, effectivement, on se rattache à un objectif à plus long terme, mais vous savez quoi, c'est vrai aussi pour les organisations. Si une organisation a une vision à long terme, un horizon stratégique au-delà de 10 ans, elle a plus de chances d'y arriver que l'organisation qui a un horizon stratégique à 3 ou 5 ans. Ça fait peur. La résistance au changement. Mettre en place un PMO dans une organisation, ceux qui sont en train de le faire le savent bien, c'est un changement. C'est un changement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le PMO, il est là pour centraliser de l'information. Quel est l'outil de pouvoir principal dans une organisation? L'information. À partir du moment où vous détenez de l'information, vous détenez du pouvoir dans l'organisation. Ce n'est pas une question de place sur l'organigramme, pas du tout. C'est une question de quel est le volume d'information, la pertinence de l'information que vous êtes le seul à détenir. Et à partir du moment où vous enlevez cette information à des personnes, vous la mettez ailleurs à disposition des autres, forcément, ça fait peur. La résistance au changement, quand on parle de gestion du changement dans une organisation, la résistance au changement, c'est quoi? C'est de la peur. Donc, cette peur-là, il va falloir l'adresser, il va falloir sécuriser, rassurer, expliquer, prêcher, effectivement, autour de votre PMO. Et puis, souvent, on va dire que le PMO ne délivre plus ce qu'il est censé délivrer. Alors ça, je le garde pour un peu plus tard, parce que j'y reviendrai. Et effectivement, au bout d'un moment, on se rend compte que le PMO a été monté en général pour répondre à un problème. Quand une organisation met en place ce genre de structure, c'est qu'elle a un problème. Qu'est-ce qui se passe une fois que le problème est résolu? Eh bien, on n'a plus besoin du PMO. Donc, on le démonte. Manque de maturité. En manque de maturité, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi PMI? C'est quoi PMP? Non, PMI. Qui croyait avant de venir ici que PMI, c'était Philippe Maurice International? C'est la salle d'à côté, hein, leur congrès. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, on parlait de gestion des risques tout à l'heure. Une bonne gestion des risques sur un projet, c'est un signe de maturité organisationnelle. C'est un signe de maturité dans la gestion de vos projets. Regardez comment sont gérés les risques dans vos projets, vous aurez une idée sur la maturité de votre organisation. Pour une raison très très simple, si vous ne gérez pas vos risques sur vos projets, vous ne gérez pas vos projets. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut avoir conscience de ça pour avoir conscience de l'utilité de l'intérêt du PMO. Et puis, oui, il faut un sponsor. Il faut que le sponsor exécutif qui va venir soutenir cette démarche de mettre en place un PMO, il soit intéressé à ça. Il faut qu'il trouve quelque chose. Si votre sponsor il n'a aucun intérêt à la démarche, il ne vous soutiendra pas. Si votre sponsor exécutif ne vous soutient pas, lâchez l'affaire. Ça ne marchera pas. Qui a déjà eu un sponsor peu intéressé à son projet, à son changement, etc. Voilà. Bien sûr. Et ça a marché? Non, bah bien sûr. Qui a été sponsor peu intéressé à quelque chose sur lequel on s'est fait... Moi, ça m'est arrivé. J'ai travaillé pour une grosse organisation il y a quelques temps, et j'étais au bureau exécutif. Et puis, j'ai loupé un des meetings. Évidemment, le CEO était en train de refaire l'organisation, et il a dit, bon, cette partie-là, qui c'est qui prend? Alors les autres. Hein, qui c'est qui n'est pas là? Olivier. Allez hop. J'ai dû batailler dur pour transférer ça à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai dit, non, je suis désolé, moi, c'est pas mon scope. Et là, il y avait un problème parce que c'était des activités clés dans l'organisation. J'avais tout à fait conscience que c'était des activités clés dans l'organisation, mais ce n'était pas à moi de m'en occuper. Donc, il a fallu aussi, là, batailler
pour trouver un autre sponsor qui soit beaucoup plus intéressé, beaucoup plus engagé que je ne pouvais l'être moi-même. Et dans ce cas-là, quand vous avez ce genre de sponsor négatif, faites ça. Allez voir votre sponsor négatif, vous avez au moins un point d'intérêt commun. Il n'a pas envie d'être là, vous n'avez pas envie de l'avoir là. Alors, différents facteurs comme ça, de cette fragilité qui, combinés évidemment, font qu'à un moment ou à un autre, ça explose. Donc, c'est un cycle de vie très court. Le PMO, ce n'est pas une structure qui est résiliente. Ce n'est pas une structure très solide. On a du mal à mettre en place un modèle qui soit pérenne, à mettre les indicateurs de retour sur investissement, à aligner tout ça avec l'organisation, avec la maturité de l'organisation. Combien de fois c'est arrivé de mettre en place un PMO, de recruter des gens pour être dans ce PMO? Alors, ils sont tous certifiés, PMP, PGMP, machin, etc. Et puis, ils arrivent dans une organisation, ils vont vers les chefs de projet et ils demandent « Dis-moi, tes indicateurs de earned value, ton CPI, ton SPI, ça donne quoi ?» Si la personne en face de vous ne comprend pas ce que vous lui dites, ça ne va pas marcher. Donc là, il y a un problème d'alignement avec la maturité. Et donc, pour ces raisons-là, le PMO est une organisation qui est, par définition, par sa nature même, temporaire. Donc, qui a levé la main tout à l'heure quand je lui ai demandé qui est à la tête d'un PMO? Bon, bah, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. C'est temporaire. Et c'est comme ça. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question, c'est temporaire. Alors, comment on fait? Comment on gère cette temporalité? Alors, pour essayer, évidemment, d'avoir quelque chose de pérenne, la première chose à faire, c'est de l'aligner avec le niveau de maturité organisationnelle. Ne mettez pas en place une structure qui soit à un niveau de maturité supérieur à celui de l'ensemble de l'organisation, sinon ça ne va pas marcher. Il faut parler le même langage, il faut avoir le même discours, il faut adresser les mêmes problèmes. Si vous êtes en train de partir sur Mars alors que vos collègues ne sont même pas capables de sortir de la stratosphère, ça ne va pas bien se passer. Et en fonction de ce niveau de maturité, évidemment, les besoins sont différents. Vous allez avoir peut-être des besoins en formation. Vous allez peut-être avoir des besoins de mettre en place des outils, des référentiels. Là aussi, le retour sur investissement ne se calcule pas de la même manière. La ligne de reporting dans l'organisation, la position dans l'organigramme ne va pas être la même du tout non plus. Et donc, le sponsor ne va pas être le même. Et ses intérêts ne vont pas être le même. Et donc, aussi, les personnes que vous allez intégrer dedans ne vont pas être les mêmes non plus. C'est pour ça qu'on peut parler d'un cycle de vie du PMO. Alors, le cycle de vie du PMO, en général, il commence par ce qu'on appelle une phase de clean-up, de nettoyage. Alors, quand une organisation met en place un PMO, la première chose à faire, c'est de faire le ménage. En général, on fait ça parce qu'on a un problème. Les projets ne vont pas bien, on a un client qui est à la porte avec son avocat, ça ne se passe pas bien, il faut nettoyer. Et donc, on a cette première phase ici de clean-up qui va consister à remettre les choses à plat. Une fois qu'on a fait ça, il est temps de se poser la question, comment est-ce qu'on a remis les choses à plat et comment est-ce qu'on va garder les choses à un état satisfaisant. Par là, on va construire justement tous ces référentiels, ces outils, etc., qui vont nous permettre de faire ça par cette phase suivante, qui est la phase conceptuelle. Cette phase conceptuelle, ces outils, ces référentiels, il va falloir les déployer au travers de l'organisation, et pas seulement dans le PMO. Il va falloir former les gens, il va falloir les accompagner, il va falloir les coacher, il va falloir leur expliquer, il va falloir enlever cette peur qu'on appelle poliment résistance au changement. Et puis une fois qu'on a fait ça, il va falloir contrôler, mesurer, est-ce qu'on a été efficace? Est-ce que notre PMO, il est toujours en train de délivrer ce qu'il devrait délivrer? Est-ce que nos projets, ils suivent les référentiels qui sont censés suivre? Est-ce que les outils qu'on a mis en place sont utilisés proprement? Et là, il faut être capable de remettre en cause, pas seulement les utilisateurs de l'outil, mais l'outil. Si votre outil n'est pas utilisé correctement, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon outil.
Et ça se passe dans cette phase de contrôle. Et puis si vous vous rendez compte, dans cette phase de contrôle qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut refaire le ménage. Donc, on retourne dans cette partie de clean-up. Alors, cette phase de clean-up, justement, ça consiste en quoi? C'est un peu le mode pompier dont on parlait tout à l'heure. Première chose, regardez quel est le niveau de maturité de l'organisation. Remettre les projets sur les rails. S'assurer que tous les problèmes qu'on a rencontrés sont effectivement corrigés. En général, ici, on va intervenir directement dans les équipes projets, sur les projets. C'est une phase qui est très, très opérationnelle. Souvent, les gens qui font partie de cette phase de clean-up, de première mise en place du PMO, ils assument le rôle de project manager. C'est là où on se retrouve avec des PMO type project office. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette phase de clean-up? Déjà, on va améliorer la qualité de nos processus. On va s'aligner avec les besoins de nos clients. On va s'aligner avec tout ce qui est processus d'assurance qualité, standard auquel on doit répondre et ainsi de suite. On va améliorer le contrôle de notre triple contrainte de projet, coût, délai, qualité, etc. On va s'assurer de livrer ce qu'il y a à livrer dans les projets. Et puis, ça va nous donner la visibilité sur le contenu du portefeuille de projets, de programmes, d'activités, etc. de notre organisation. Alors, comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement là-dessus? Déjà, si on livre ce qu'on a à livrer dans les coûts, dans les délais, dans les budgets et ainsi de suite, on va payer moins de pénalités et on va perdre moins d'argent. Ça se mesure assez directement comme ça. Notre client va être beaucoup plus content. On va avoir une conformité légale aussi. Donc, les gens du légal, les gens de l'assurance qualité vont être beaucoup plus satisfaits. Ça, c'est des métriques très tangibles. Où est-ce qu'on place ce type de PMO dans l'organisation? Alors, souvent, c'est une entité à part. Ce n'est pas relié à quelques départements existants. Souvent, c'est une entité à part. Et souvent, c'est une entité qui répond directement à l'exécutif le plus haut dans l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on agit par autorité. Et donc, il faut être dépositaire de cette autorité. Et cette autorité, elle ne peut venir que du niveau le plus haut. Alors, qui est-ce qu'on va prendre dans ce PMO pompier? Alors, on va prendre des gens qui ont beaucoup de bouteilles, comme on dit, quelques cheveux blancs, qui vont être capables de prendre avec la poigne les projets, les réaligner. Souvent, on va prendre des externes pour faire ça. Alors, je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, je dis ça tout simplement parce qu'en général, quand vous faites partie de ce genre de choses, vous ne vous rendez pas très populaire dans l'organisation. Donc, on a besoin de personnes qu'on va pouvoir faire sauter assez facilement. Un consultant, c'est parfait, c'est payé pour. Et puis, il faut les gens, effectivement, qui vont agir par autorité. Comme on est rarement prophète en sa paroisse, il vaut mieux faire appel à des personnes de l'extérieur. Alors, ici, une fois qu'on a fait le ménage, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir démarrer un peu en parallèle, d'ailleurs, cette phase suivante qui est la phase de concept du cycle de vie de notre PMO. Cette phase de concept, elle va consister à regarder comment est-ce que les gens qui ont réaligné les projets ont fait. Donc, faire cette espèce de knowledge transfer dont parlait Ricardo. Être capable d'affiner le modèle de maturité, de regarder quel est le gap entre là où on en est, là où on veut aller et là où on peut aller aussi. Et puis de construire tout ce qui est justement outils préparés. Voilà. Et là, on se rend compte que le rôle est très très différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Là, on n'a pas besoin de gens qui soient directement impliqués dans les projets. Ce n'est pas du tout les mêmes profils. Qu'est-ce qu'ils vont produire, ces gens-là? Ils vont produire justement les guidelines, les trainings, le plan d'accroissement de la maturité, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on va mesurer la satisfaction? Là, le ROI, il est beaucoup moins tangible. Il est beaucoup plus qualitatif, ici. Par contre, en faisant ça, en travaillant avec les gens, en impliquant les équipes projets dans la définition de ces éléments-là, vous allez accroître l'acceptabilité de votre changement.
Donc vous allez réduire la résistance au changement. Impliquer vos équipes projets dans ces phases de définition, c'est très important. Souvent, on peut avoir aussi là un département en tant que tel, ou alors on peut avoir un projet ou un programme qui couvre ces aspects-là. Là, on n'a pas besoin d'autorité, on ne va pas agir par la force. Donc ici, on va reporter à un département d'opération, on va reporter à un département de qualité. En général, une beaucoup plus petite équipe que la phase précédente. La phase précédente, vous aviez besoin d'avoir pratiquement un project manager par projet. Alors si vous avez 150 projets en cours dans votre organisation, vous voyez un peu la taille de l'équipe qu'il faut. Ici, une dizaine de personnes, des experts pointus, qui connaissent bien les outils, qui connaissent bien les standards, qui connaissent bien toutes ces guidelines que vous allez avoir à utiliser. Un mix, là, entre des externes, des internes. Déjà, d'une part, vous avez besoin des internes qui connaissent bien l'organisation, la façon de travailler, et ainsi de suite. Et vous avez besoin d'externes parce que vous avez besoin d'une perspective, d'une perception extérieure. Pas forcément 50-50, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils vont faire de la gestion du changement. Ils vont faire de la communication. Ils vont faire du coaching. Mais ça, ils vont le faire dans la phase d'implémentation. Parce qu'une fois que toutes ces guidelines elles ont été définies, il s'agit de les développer. Il ne s'agit pas juste de rédiger un joli bouquin, un joli classeur et le mettre sur l'étagère à côté des autres. Non. Il faut, pour que ça ait de la valeur, il faut que l'organisation soit capable d'utiliser ces éléments-là. C'est un projet, c'est un programme, la mise en place d'un PMO. Et un projet, comme chacun le sait, combien de project managers ici? Ouais, je pensais que tout le monde allait lever la main. Un projet, comme chacun le sait, ça ne crée pas de valeur. Ça crée un déclencheur de valeur. Le seul moyen de créer de la valeur, c'est que l'organisation soit capable d'utiliser ce que vous réalisez. Donc là, pour ça, il faut assurer une certaine transition. Il faut accompagner les gens dans leur utilisation quotidienne. On va, en fonction du feedback qu'on va avoir de cette utilisation, on va mettre à jour nos guidelines, on va former les gens, et là, on va s'impliquer un petit peu plus dans cette partie équipe projet. On va prendre les équipes projet par la main et on va travailler avec elles sur la mise en œuvre de ces différents outils. Alors, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils ont réaligné les projets par rapport au processus, les processus par rapport au projet. Le système d'information projet, PMIS, Project Management Information System, hein, c'est pas des gâteaux là, ont été mis en place, ont été utilisés, beaucoup plus important que mis en place d'ailleurs, utilisés. Vous pouvez mettre le plus beau système en place, le plus coûteux, si personne s'en sert, ça ne sert absolument à rien. Ils vont livrer les formations, ils vont relever le niveau de maturité, le niveau de connaissance, l'absorption de l'information par l'organisation. Et puis toute la documentation, toute cette partie de gestion de la configuration des projets va être réalignée. Donc là, on a normalement, par voie de conséquence, un accroissement de la performance, un accroissement de la qualité des livrables des différents projets et un accroissement de l'efficacité globale, d'ailleurs, de l'organisation en tant que telle. Ce que les exécutifs vont bien aimer ici, c'est qu'ils vont enfin avoir la visibilité sur ce qui se passe réellement dans les projets. Et puis, ce que les gens dans les équipes projets vont aimer, c'est que vous allez avoir un accroissement de compétences. Donc vous allez leur donner un plus produit, un plus dans leur carrière. Alors là aussi, souvent, cette partie de coaching d'implémentation, c'est un département, c'est un projet, un programme. On a souvent fait ça de notre côté, une task force. Là aussi, pas forcément une grosse équipe. Vous pouvez répartir les gens entre différents projets, vous pouvez mettre plusieurs projets par personne. Il faut des gens qui aient une bonne connaissance de l'organisation, une bonne connaissance des standards, une bonne connaissance des outils. Donc vous allez avoir un mix, encore une fois, entre des personnes internes et des personnes externes. Mais là, plus vous allez avancer dans l'implémentation, dans la mise en place de votre PMO, plus vous allez réduire le nombre d'externes, plus vous allez accroître le nombre d'internes. À la fin de cette phase d'implémentation, vous devez avoir uniquement du personnel interne en train d'opérer votre PMO.
Et ce personnel interne, une fois que ces éléments-là ont été faits, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assurent que tout tourne. Ils s'assurent que ça va bien, c'est-à-dire qu'ils continuent à tenir le volant. C'est la phase de contrôle. Alors la phase de contrôle, c'est pas toujours un département en stand-alone là. C'est ici où en fait on va démanteler le PMO, mais finalement il va toujours exister. C'est la fonction de PMO qui existe. C'est pas forcément le département ou le projet ou le programme PMO qui existe. Je connais beaucoup d'organisations qui transfèrent ces responsabilités-là à un département de finance, de contrôle de gestion, d'audit interne, même si on dit souvent que l'audit interne n'existe pas, mais qui vont, là encore une fois, absorber le rôle, la responsabilité de ce que ferait normalement un PMO sans forcément emporter l'étiquette, le badge. Ici, c'est une opération continue qui se met en place. Là, c'est plus du projet. Là, c'est plus une task force. Là, c'est quelque chose qu'on doit pérenniser dans le temps. C'est pour ça qu'avoir un département qui fait ça n'est pas forcément une bonne idée. Vous aurez toujours un contrôle interne, vous aurez toujours un département de finance, vous aurez toujours un département d'audit en place dans l'organisation. Donc, ajoutez tout simplement ces lignes de fonction à la job desk de ces départements-là. C'est pour ça que souvent, on raccroche ça aux finances ou aux opérations, ou à la qualité d'ailleurs. Et là, on a besoin de personnes qui sont capables de contrôler, de lire un état de projet, de savoir ce que c'est qu'un indicateur de performance. On n'a plus forcément besoin, encore une fois, des mêmes compétences que précédemment. Alors, cette phase de contrôle, elle va avoir aussi pour but de vérifier que tous ces processus merveilleux, magnifiques et tous ces outils splendides qu'on a mis en place sont proprement utilisés. Donc, ils vont faire cette gap analysis. Ils vont regarder quelle est, je dirais, la brèche entre la situation idéale et la situation réelle. Et cette brèche, il va falloir la combler au bout d'un moment. Donc, pour ça, ils vont analyser ces brèches, regarder si ça vient des personnes, si ça vient des process ou des outils, et donc passer ensuite des recommandations de modification, de changement. Donc c'est pour ça qu'on rentre ici dans un cycle itératif. C'est eux aussi très souvent qui évaluent la performance des project managers, la performance des équipes projet. C'est ces personnes-là qui vont faire la consolidation au niveau portfolio, au niveau portefeuille de projet pour l'exécutif, pour gérer les ressources, les allocations d'investissement et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on gère donc le retour sur investissement? Déjà par le maintien de la qualité des projets, de la qualité des processus projets. Ce n'est pas la même chose. Par la conformité légale, conformité aux demandes des clients, et puis performance globale de l'organisation. Et c'est cet outil-là qui va finalement donner au niveau exécutif de l'organisation le contrôle sur les ressources et la visibilité permanente, pérenne, sur le statut des projets. Et donc c'est quelque chose qui doit être itératif. On tourne en boucle ce cycle de vie. C'est pour ça que le PMO, il est monté à un endroit, puis démonté, puis remonté à un autre moment, etc. C'est pas important si le département PMO est démantelé à un moment ou à un autre. Ce qui est important, c'est d'avoir cette fonction PMO qui est pérenne dans l'organisation et qui, à chaque fois, est adaptée au niveau de maturité et donc aux attentes de l'organisation. En fonction de l'évolution du niveau de maturité de votre organisation, les attentes par rapport à ce que votre PMO va devoir livrer vont absolument pas être les mêmes. Les compétences dont vous allez avoir besoin pour répondre à ces attentes ne vont absolument pas être les mêmes. Et donc, c'est une évolution normale que de monter et démonter des PMO. Ce n'est pas important d'avoir un PMO en permanence. Ce qui est important, c'est d'avoir cette fonction de PMO en permanence assurée quelque part dans l'organisation. Et donc, à la première implémentation, on va avoir un peu ce cycle, ces différentes phases qui vont se succéder avec un overlap entre chacune. Mais à partir du second cycle, on doit avoir ces fonctions de contrôle qui, elles, sont maintenues. Et si vous arrivez à faire ça, là, vous allez avoir une fonction, et non pas, encore une fois, un département PMO, vous allez avoir une fonction et donc une valeur
du PMO pour votre organisation qui va être pérennisé, qui va être durable. Alors, oui, on a encore un petit peu de temps. Évidemment, ça vient de l'expérience. C'est des choses qu'on a faites, c'est des choses que j'ai faites, auxquelles j'ai participé. Juste pour vous donner deux exemples rapides. Je ne vais pas donner de nom, mais s'il y en a dans la salle, ils se reconnaîtront. Compagnie d'aéronautique française. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a mis en place un programme. On a mis en place un programme pour justement passer au travers de ce cycle. Alors c'est long. 2 ans et demi. 2 ans et demi, et puis c'est gros. 48 équivalents temps plein pendant 2 ans et demi. Bon, on a formé, coaché 2200 personnes individuellement sur pratiquement 750 projets et programmes. Donc, grosse initiative. Mais ça, c'est faisable aussi à plus petite échelle. Là, tout ça est peut-être réduit en fonction, ou accru, en fonction de l'échelle de votre organisation. C'est juste un principe, c'est juste un processus. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait ce programme qui, pour chacune de ces phases que je viens de vous décrire, avait défini un projet. Chacune de ces phases était un projet. Le tout était un programme. La valeur à la fin, le bénéfice qui était livré par le programme, c'était d'avoir justement cette fonction, cette idée du PMO, la visibilité au travers de l'ensemble du portefeuille de projets et de programmes de l'organisation qui soit accessible à tout moment à n'importe qui. Donc ça peut être une des approches. Une autre